malgré le soutien de Raymond Queneau, qui lui ouvre les portes des éditions Gallimard avec son premier roman, Lily pleure, en 1953, et qui déclare enfin du nouveau. Malgré le prix Cazès de la brasserie Lippe, boulevard Saint-Germain, l'année suivante, malgré ses nominations au Goncourt, malgré le soutien de Marguerite Duras, qui en fait l'éloge en toute occasion, révélant une écriture insolite et vivante, malgré le soutien des écrivains de renom, de ses contemporains et ses contemporaines qui la portent. Le dévouement, d'autre part, d'Alain Bosquet, écrivain lui-même, qui vante ses qualités de romancière dans ses articles de presse et de revues littéraires, qui enseigne Bessette dans ses cours aux États-Unis, qui l'a fait connaître à travers le monde grâce à ses conférences, ne parvient pas non plus à toucher le grand public en France. C'est à l'étranger qu'on la traduit et qu'elle éveille un certain intérêt, surtout aux États-Unis. L'effacement d'Hélène Bessette serait-il dû au fait que Gallimard cesse de la publier en 1973? C'est possible. Queneau, décédé en 1976, ne sera plus là pour la protéger. Mais il faut toutefois rappeler que Gallimard la soutient au cours de 20 ans, malgré ses scrupules suite au procès du roman Les Petites Lecoq en 1956, où Bessette est jugée pour diffamation quand les sœurs Lecoq, que l'écrivaine a côtoyées, se reconnaissent dans ces personnages féminins montrés dans leur passion. Alors, Hélène Bessette fait-elle vraiment partie de ces écrivains maudits, comme finit par affirmer Raymond Queneau en 1965? Pourtant, c'est en 1965 qu'une notice élogieuse lui est consacrée dans les écrivains contemporains, ce répertoire littéraire, et que son nom apparaît aux côtés des écrivains du nouveau roman. Mais cela ne suffit pas à lui attirer davantage de lecteurs. Toutes ces questions qu'il ne nous est pas donné de répondre nous renvoient donc à un concours de circonstances, au hasard, mais aussi à un profil labile, car Hélène Bessette, comme son personnage, Ida, sur lequel je reviendrai plus tard, nous échappe finalement dans son parcours délirant. Hélène Bessette, insoumise, au caractère acariâtre, qui n'hésite pas à s'éloigner ou à rabrouer ses fidèles défenseurs, est responsable de son bannissement. Alors, prête à soulever le scandale dans ses romans, son regard critique sur la femme, sur la société de consommation, sur les passions houleuses ou sur l'éducation, mais surtout attachée à créer un style nouveau, le style Bessette, un roman poétique qui s'approprie en outre les stratégies du théâtre. Alors, est-ce son écriture, trop en avance sur son temps, en avance de 50 ans, dira-t-elle, ou encore le poids des éditions de minuit qui l'éclipsent par ces écrivains qui eux aussi tiennent à renouveler la littérature. 1953 n'est pas seulement la date de parution du premier roman d'Hélène Bessette, c'est aussi la sortie de romans de poids comme Marthereau de Sarraute, Les Gommes de Rob Grillet, Les Petits Chevaux de Tarquinia de Duras, entre autres. Et puisque les éditions de minuit lui avaient donné rendez-vous au moment même où elle signait un contrat chez Gallimard, on pourrait se demander si le choix d'une maison d'édition plutôt qu'une autre aurait rendu son sort différent. Tout porte à croire que non. Pour Hélène Bessette, il est sans doute difficile, d'abord, déjà, d'être une femme aux prises avec le monde de l'édition, un monde d'hommes. Et puis Hélène Bessette ne veut être ralliée à aucune enseigne, ni à l'avant-garde littéraire, ni à celle du nouveau roman, qui, comme elle pourtant, tient à démonter les personnages, à effacer les intrigues. Hélène Bessette vise un roman nouveau, où le rythme, la graphie, les vers libres, les sonorités engagent un style poétique empreint de rupture, de discontinuité, de répétition, mais aussi
accompagnée de sortes de didascalies par lesquelles le lecteur est enjoint à la suivre. Des textes, en outre, d'où ne sont pas absents la critique de la société de son temps, consumériste, ou le portrait des femmes enfermées dans leur routine, dans le morne routine. Alors, sous l'influence, entre autres, de l'art abstrait, l'influence de Gertrude Stein, de Joyce, mais aussi de Simone Weil pour le côté social et engagé, ou même encore, et c'est étonnant, du poète espagnol Lorca, dont le drame semble l'inspirer sous une pointe parfois d'humour que l'on retrouve par exemple dans l'incipit de l'ouvrage Élégie pour une jeune fille habillée en noir. Donc elle offre au lecteur une écriture hybride et inclassable. Excusez-moi, on entend là un grand bruit. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Alors, indocile, au dire de Laure Limongy, écrivaine et éditrice, mais aussi bouleversante et bouleversée, rebelle, insubordonnée, maîtresse d'école négligente, paraît-il, qui ne se plie pas aux normes, ne sait pas tenir ses élèves, Hélène Bessette, outrageante, paranoïaque, alors que depuis son bref exil en Suisse, elle se sentira persécutée, le nazisme, la guerre, y seront pour beaucoup. La folie finit par s'emparer de son esprit à la fin de ses jours. Née en 1918, elle meurt en l'an 2000, mais auparavant, à l'âge de 72 ans, elle écrit une autobiographie inédite retrouvée dans les archives à Caen et qui a pour titre « On ne vit que 2 fois ». En Nouvelle-Calédonie, en tant que femme de pasteur évangélique, se détournant du catholicisme, peut-être même par rébellion, elle se consacre au début avec ardeur à l'évangélisation, mais elle finira par abandonner la religion pour en garder une sensibilité envers les humbles, envers les injustices. Mère de 2 enfants, un divorce, maîtresse d'école à Roubaix, femme de ménage, mais surtout écrivaine. La biographie minutieuse et rigoureuse que lui consacre Julien Doucineau aux éditions Léo Cher en 2008 nous fait découvrir ainsi non seulement un parcours de vie, mais surtout un parcours d'écriture. Car chez Bessette, vivre et écrire ont partie liée. C'est bien ce que nous révèle Julien Doucineau lors de sa conférence à l'Université de Grenade il y a 2 ans, une conférence très appréciée. Alors, obstinément consacré à ses romans, le manque d'argent est souvent compensé chez Hélène Bessette par le Centre national du livre qui lui procure une aide pour survivre. Son insuccès ou les propos de Queneau qui, à force de l'avoir éprouvé des difficultés, lui recommande de cesser d'écrire en 1959, ne l'empêche pas de persévérer. C'est en 1959 qu'elle crée le Gang du roman poétique, une revue où elle prétend diffuser sa pensée littéraire. Dès 1954, d'ailleurs, elle rédige ce qu'elle appelle le manifeste, mais c'est assez frais qu'elle le publie 15 ans plus tard dans un essai qui s'intitule Résumé. Ces informations, nous les tenons de Julien Doucineau. Ce souci donc de réflexion autour de la littérature prouve finalement la lucidité, la cohérence dans sa vie et dans son écriture. Résumé à la manière de l'ère du soupçon, l'essai de Nathalie Sarraute révèle sa perspective littéraire, le roman poétique, qui se nourrit en outre chez Hélène Bessette donc d'une attention particulière à la société de son temps. Elle y affiche vraiment sa vision du monde. Aujourd'hui encore, le nom d'Hélène Bessette est absent de l'histoire de la littérature. On ne peut que s'en désoler. Pourtant, un regain d'intérêt lui est porté en 2006. Donc, Laure Limongy a publié, pour commencer, Le bonheur de la nuit aux éditions Léo Cher en
en 2006. On suivit d'autres romans. Le nouvel Attila, dans sa collection Othello, se charge aujourd'hui de la réédition de l'œuvre d'Hélène Bessette. En 2018, pour le centenaire de sa naissance, le prestigieux colloque de Cérisy-la-Salle consacré à Hélène Bessette sous le titre de l'attentat poétique. Et c'est lors de ce colloque que l'Université des savoirs bessétiens se propose de réunir tous les ouvrages, les articles de presse, les travaux de recherche, les liens sur Internet autour des études bessétiennes qui sont mis à jour par la Société des Amis d'Hélène Bessette. C'est également en 2018 que Marina Salle publie un essai, La Tour, les choses, la guerre, où elle présente une comparaison des ouvrages d'Hélène Bessette, de Georges Perec et de Jean-Marie Gustave Le Clésio aux éditions Passage. Aujourd'hui, bientôt, au mois d'avril, une assemblée générale de la Société des Amis d'Hélène Bessette se tiendra le 13 avril de 14h à 17h dans la bibliothèque de la Maison de la Poésie à Paris. Et vient de paraître aux éditions L'Harmattan, Envers et contre tous, l'oubli du roman poétique d'Hélène Bessette de Carla Delgado Serrano. Donc, l'intérêt pour l'écrivaine est là, à nous de la lire maintenant. Sans me prononcer comme spécialiste de son œuvre, que je commence à peine à étudier, je tiens à mettre en lumière l'écrivaine Hélène Bessette à partir de son roman Ida ou le délire. C'est le dernier ouvrage publié de son vivant en 1973 chez Gallimard. Le dernier ouvrage donc que lui publie Gallimard. Alors pourquoi Ida ou le délire plutôt qu'un autre roman? Eh bien, Ida me semble transmettre l'esprit bessétien dans la mesure où l'ouvrage délaisse le côté autobiographique qui apparaît dans nombre de ses romans et dépasse définitivement l'anecdote. Même si Ida est une bonne, il peut nous rappeler cette Bessette femme de ménage. Mais bon, là s'arrête la comparaison. C'est plus dans l'esprit et dans l'attitude face à la vie que Bessette ressemble à cette Ida. Toute l'attention est portée sur l'événement en cours, l'événement de l'écriture et de la satire sociale. Le délire se déclenche lorsque l'inévitable se produit. Ida, qui ne regarde obstinément que ses pieds quand elle marche, malgré les remontrances de sa maîtresse, finit par être renversée par un camion qu'elle n'a pas vu arriver. Ou peut-être, finalement, voulait-elle en finir avec sa vie? On ne le saura jamais. C'est sa déconvenue qui entraîne sa mort. Tout le monde, tout l'univers d'Ida, concentré sur ses pieds, incapable de lever les yeux, l'isole, l'écarte des autres, renforce sa différence. Ida est morte, Ida dont le nom est répété, ressassé, jusqu'à son usure et sa disparition. Ce nom préfigure une erreur. Et la voix narrative nous dit « l'erreur fait le roman ». Et en effet, le roman n'existe que par l'infraction. Rien de plus dangereux que cette faille dans les habitudes qui conduit à l'univers troublant de Ida. Incompréhensible dans ses actions, indocile elle aussi. Ida, elle n'est pas comme nous. Et je vais lire ce passage de la page 19 aux éditions Othello. Nous pensions qu'elle était comme nous. Erreur. Et l'erreur, comme toujours, fait le roman. Nous qui pensons et elle qui ne pensait pas, ou l'inverse. Mais à quoi pensons-nous? Et à Ida, que ne pensait-elle pas? Ida, à quoi pensez-vous? Réponse, à rien. Donc, cette infraction, cette erreur fatale fait déclencher le roman. C'est parce que le personnage de Ida échappe finalement à la norme que le drame se déclenche.
Sa mort semble déjà un présage, un malheur annoncé. Et je lis. Ça devait arriver. Maintenant, je vois l'inévitable, que j'avais pressenti, je ne sais ni pourquoi, ni comment. Un anormal dans nos habitudes, un dérangement dans nos ordres. Ida ne marchait pas comme nous. Un étonnement dans la ronde annihilante des jours plombés. Si, Ida ne marche pas comme nous. Ida, automate, poupée à clé mécanique, c'est qu'elle n'est pas comme nous, c'est qu'elle ne parle pas comme nous. Nos mots ne sont pas les siens. La conversation est impossible. L'impossibilité se dissimule derrière leur rire. C'est qu'elle ne vit pas comme nous. Elle n'est pas du même monde, de notre monde. Son monde est différent. C'est qu'elle ne pense pas comme nous. L'incompréhension est totale malgré la ressemblance apparente des corps, des visages, d'événements. C'est qu'elle ne mourra pas comme nous. Elle ne mourra pas dans son lit. C'est qu'à elle, il arrivera quelque chose. À nous, mon Dieu, il n'arrivera rien. Jamais rien. Or, donc cette différence qui est Castida des autres est rassurante. Sa mort est absurde. Une mort absurde pour quelqu'un d'absurde, une absurdité qui ne met en danger qu'Ida, qui n'atteint que Ida, pas ceux qui sont rangés dans l'ordre, qui ne commettent pas d'erreur, l'erreur de s'isoler. Aussi, l'échange entre les interlocuteurs de même bord procure-t-il des attaches solides et sûres, favorables à une stabilité rassurante. Elle ne mourra pas comme nous, j'insiste. Elle ne pourra pas dans son lit. C'est qu'à elle, il arrivera quelque chose. À nous, mon Dieu, il n'arrivera jamais rien. Mais chez Besset, toute affirmation ou situation peut être renversée. Les interlocuteurs, portés par la conversation, s'ébranlent, entraînant de ce fait un bouleversement profond. Ces histoires de pieds étaient drôles, et je cite, faisaient rire l'assemblée. Ida, elle aussi riait même plus fort que les autres. Si la mort de Ida surprend, et je continue à citer, c'est parce qu'il découvre qu'il ne fallait pas rire. Il fallait au contraire pleurer. Cette fois, l'erreur, la déconvenue touche les autres, ralliés dans le silence de l'erreur. Fin de citation. L'erreur a été commise, mais eux, les autres, ne meurent pas, car dans leur solitude partagée, ils s'accrochent aux mots, dans cette phrase qui reviendra tout au long du roman. Je lui disais toujours, Ida, ce n'est pas prudent, il finira par vous arriver quelque chose. C'est la phrase de bon sens qui protège donc contre les erreurs, contre ce qui euh, fragilise l'ordre établi. En conséquence, le texte devient cet espace propice à l'épanchement de la conversation ou du silence dans un flux et reflux comme des eaux qui roulent en océan implacable où tout recommence. Tout est prêt à basculer en sens contraire. Au fur et à mesure que le nom de Ida revient et est répété, les certitudes s'estompent. Je vais lire ce passage. Excuse-moi, Lina, on ne t'entend pas. Ah, pardon. Mais c'est juste maintenant, c'est que j'ai. Je ne sais pas, c'est parti. Vous m'entendez? Moi, j'ai toujours bien entendu. Ah bon? Vous m'entendez? C'est de ma faute. Excusez-moi. Non, non, vous m'entendez maintenant? Oui, oui. Oui. Bon, je vais essayer de ne pas bouger, j'avais oublié. Donc, au fur et à mesure que le nom de Ida revient, il est répété, les certitudes s'estompent. Et je vais lire ce passage. On recommence tout, tout. Elle, Gertrude aux deux visages, le visage consterné. Vous vous souvenez? Ida, Ida, vos pieds, ne les regardez pas. Ils riaient les autres de la voir consternée, Gertrude. À l'approche du malheur, ceux qui sentent le vent flairent les parfums, hument l'air éparpillé dans les branches, à l'écoute du futur, de la réalité. Gertrude, triste et consternée, avant les autres.
10 ans d'avance. Donc, les interlocuteurs finissent par s'opposer, forment des groupes qui s'érigent les uns contre les autres à la recherche d'une certitude qui leur fasse comprendre qui est Ida. Or, Ida, ce n'est pas seulement un cas. Ida devient cet objet à ressasser, à tourner de tous les côtés, sosifié, quantifié à la mesure de ses pieds, de sa pointure. Mais Ida, c'est aussi une propriété, objet quotidien, familier, qui passe inaperçu. Et je lis. Et nous qui pensions que Ida était comme nous, que dis-je, était à nous. Elle est de la famille, Ida. Elle était comme de la famille. Nous la considérions comme une amie, une parente. Elle n'était pas gênante, non, pas gênante, tout sauf gênante. On l'avait là, au milieu de nous. On l'aurait gardée longtemps encore. Après ce qui est arrivé, jamais on n'aurait pensé qu'une chose pareille peut arriver, se produire. Pauvre Ida, pauvre fille. Donc, à d'autres moments, elle apparaît comme elle-même comme un morne déambulatoire que l'on va visiter lors de donc de son décès, avant son enterrement. Elle apparaît comme un paquet de chiffons. Donc, vraiment, elle devient cette chose à ressasser, remanier, sur laquelle la conversation revient sans cesse. Ida ne parle pas. Son silence obstiné ou son rire strident rend Ida inquiétante. En effet, elle tire sa force de ce refus d'échange conversationnel. Elle y oppose une fin de non-recevoir. Aucun retour ne survient chez Ida. Par contre, chez les autres, la conversation est indispensable pour marquer toute angoisse. Je vais citer. Que la mort lui soit bonne, au moins, sujet coutumier, comme on parle de la pluie et du beau temps, sur un taux de plaisanterie, pour masquer l'angoisse, la désolation, l'angoisse de la vie n'ayant d'égal que l'angoisse de la mort, rêve lent, intoxication sournoise, divagation morbide, rêver de la mort, la prévoir, s'y attendre, en faire un sujet familier pour en éloigner l'horreur. Et le rêve se réalise. Donc, si les paroles des autres, les paroles convenues ou rituelles imposent un cérémonial apaisant, lénifiant, l'écriture ne sombre pas dans des platitudes conventionnelles toutefois. Des sons impromptus prennent le dessus, occupent le devant de la scène, ou je devrais dire le devant de la page, occupent le premier plan. Des mots se détachent du corps du texte, souvent en majuscules, et contribuent à remplir le silence. Des mots tels que attention, tout, non, ou encore la répétition du nom de Ida qui fait irruption comme un son strident suivant une montée progressive. Le drame, le danger s'installe. Des mots charrient ainsi une sonorité qui met en branle le texte lui-même. Les mots restent en retrait par rapport au corps du texte. Et celui-ci subit également des coupures. Des strophes se forment, des phrases sans verbe, sans virgule, ou bien des infinitifs qui ciblent directement une image ou une pensée. Mais quand il s'agit de Ida, il ne peut s'agir que d'une image fuyante qui se défait, se délite dès que l'on y pose un regard. Ida, cette personne neutre, et je cite, pâle, brumeuse, à peine dessinée dans la foule, fendant la foule sans rien voir, alors que la foule la voyait. Fin de citation. Ida devient donc éphémère, un personnage dont l'histoire n'a pas de place sur la page blanche. Et je lis ce passage parlant. Ida, cette personne qu'il faut à tout prix éviter, cette inertie déclenchée, obnubilée par ses pieds, ses souliers, la pointe de ses chaussures. Attention, Ida passe. Elle passe sur 300 pages.
buée sur laquelle un enfant s'amuse à souffler, larme qu'on essuie, et de ce grand chagrin en mouvement, il ne restera rien. Ida, quelconque morne déambulatoire, timbre de voix uniforme, silhouette indéfinie, placée par l'âge peut-être, ce paquet de chiffons informe. Entre la vie et la mort, entre l'ordre et le désordre, pardon, entre ce qui est légal et illégal, c'est dans la disparition que Hilda triomphe finalement. Ida, donc, apparaît comme quelqu'un d'extraordinaire. Et je cite, de l'ordinaire à l'extraordinaire, de l'ordre au désordre, du légal à l'illégal. Ida est donc extraordinaire, conformément à la mort triomphale qui est la sienne. Et s'il est admis, vieille proposition, que l'on meurt comme on a vécu, Ida, hors de l'ordre, se dresse sur le piédestal libre des héroïnes à venir. Cette statue difforme, aux contours mal définis, que l'on ne reconnaît pas tout d'abord, on se demande avec anxiété ce que ça peut représenter, cette Ida survivante en esprit. Face à nous, ces morts qui se taisent, les pieds moulés à jamais dans une glaise qu'elle fixe d'un œil blanc pour les vastes éternités de demain. Ida. Aussi son nom produit-il un effet incantatoire. À son appel survient non plus le rire, mais le cri qui plonge les autres dans un silence de mort. De son vivant, Ida refuse de porter un regard sur l'horizon. Elle se dit être un oiseau de nuit. Elle affectionne ces déambulations nocturnes qui l'isolent et la protègent dans l'appartement. Libérée, disparue, son regard voilé par la mort ne donne rien à voir. Un regard qu'elle se refusait à lever, un regard qui est défini comme le puits sans fond aux eaux troubles. Un regard inquiétant qui nous rappelle un peu ces personnages féminins euh, du peintre. Ah, pardon, j'ai oublié ce peintre que j'aime beaucoup, qui, dont, les, dont ses regards sont vides et pleins à la fois, Modigliani. D'accord? Donc ça rappelle, Ida rappelle par son regard aussi, donc ces regards profonds, vides et remplis à la fois. Lorsqu'il s'agit d'en faire un portrait ou de savoir, le crime est parfait, car toutes les conversations autour de Ida tournent à faux. Elle est impossible à saisir. Hélène Bessette n'essaie pas de nous raconter d'histoire. Elle dénonce le mensonge du petit fait vrai et offre une écriture en quête d'authenticité, des images, des ombres qui se succèdent, des voix qui résonnent le temps de la lecture autour d'un personnage insaisissable, rien d'autre, si ce n'est le rapport de force de l'employé et de l'employeur, l'hypocrisie qui pousse à acheter des fleurs, payer la cérémonie, le protocole, alors qu'Ida sera finalement enterrée dans une fosse commune. La mesquinerie bourgeoise par laquelle on offrira à la belle-sœur de Madame Besson le manteau impeccable d'Ida. Le lexique prolétaire se frotte au lexique petit bourgeois, où se détachent des phrases telles que gagner son pain à la sueur de son front. Dans le texte, les mots en exergue et en minuscules annoncent également un tableau ou une scène, comme dans les tragédies. La voix semble appartenir à un chœur qui annonce la scène à venir, ponctuée de sortes de didascalies qui enjoint à une lecture active. La voix d'Ida fait également irruption, alors que Gertrude, sous l'effet du whisky, se confond avec Ida,
son double, qui joue la comédie, qui joue à être soubrette. Le personnage Ida devient un faux fuyant, la chose Ida qui, à force d'être ressassée, finit par disparaître. Ida est morte. Les mots de la fin sont le constat du début, prêt à renaître dans le jeu de la lecture. Donc, le regard porté sur l'opération finalement du langage oblige à contempler les variations où se joue la vie et la mort des mots, leur usage, leur effet, leur épuisement, leur usure, quand à force d'être répétés, ils ne peuvent plus rien déclencher. C'est bien dans les paroles toujours susceptibles de renaître, de se libérer d'usage sans doute figé, que se manifeste l'ineffable, ce qui ne peut être défini, comme le personnage Ida. La lecture qui demande de dépasser les apparences trompeuses ne peut donc se faire sans cette espèce de gymnastique visuelle, souvent associée à une composante ludique, et qui chez Bessette prend corps dans la taille des mots, dans leur place. La singularité d'Hélène Bessette réside donc surtout dans ce mouvement instable et changeant, fondé sur le renversement systématique de toute réalité figée ou exhibée. La primauté donnée aux mots et à leur usage conduit ainsi à une vision en kaléidoscope, toujours prête à varier. Une conversation se livre elle aussi comme une manifestation scopique. En effet, la réception des propos, des mots d'autrui déclenche invariablement un mouvement, l'agencement des phrases et des mots dans le corps du texte. L'événement de la parole peut ne pas seulement révéler cette faille inévitable qui se creuse à tout moment entre les interlocuteurs, mais creuser soudain un abîme, un véritable précipice. Lorsque la conversation ne passe pas, l'événement de la parole peut devenir presque meurtrier. La faille, la fissure, la rupture ou le malaise face à l'autre demandent alors à être tout de suite réduite. On cherche à réduire ce qui nous sépare de l'autre, à être rassuré. On cherche à couvrir la différence, ce qui nous sépare, à couvrir l'erreur, donc à rester dans les apparences qui nous rassurent. Qu'il soit supplice, automutilation ou délivrance, l'usage de la parole n'est finalement que le rapport à l'autre et à soi, le déchirement, le malaise face à l'insupportable différence d'autrui. C'est une affirmation de l'altérité, car c'est toujours dans le rapport à l'autre que le sujet se définit. Ne reconnaît-on pas là Hélène Bessette dans la vie de son propre texte? Lorsque la quête bététienne tourne à la répétition, au ressassement, la vision finit par se résorber dans le vide. Les résonances se perdent dans le silence et le drame de la conversation, le jeu de l'écriture, arrive alors à terre. Et voici donc la fin de cette présentation.